Rubaya Ben Chaben Mousli. Vous êtes étudiante aussi donc en Master 2. Vous êtes en droit international à l'Université Paris-Nanterre et vous allez nous parler du droit international des changements climatiques face à la responsabilité partagée. Donc merci Madame la Présidente. Merci aux organisateurs et aux organisatrices de ce colloque annuel. Merci de nous avoir permis de nous exprimer sur nos recherches récentes et plus généralement pour cette initiative, pour cette organisation justement tous les ans d'une rencontre entre juristes de divers niveaux. Et puis c'est une belle tradition à entretenir. Donc, sans plus tarder, je passe à ma présentation. Je vais parler des changements climatiques face à la responsabilité partagée en droit international. Je vais commencer par quelques éléments contextuels. Donc, la première fois où l'Assemblée générale a adopté une résolution propre au changement climatique, c'était en 1988. Donc, c'est un phénomène relativement nouveau. L'Assemblée générale, à cette époque, parlait d'évolution du climat. Et dès 88, elle était préoccupée par cette évolution. Elle insistait sur la nécessité de conduire une étude pour montrer l'origine anthropique de ces changements. Et puis, il y avait également, depuis 88, l'idée d'adopter une convention relative au changement climatique. Et donc, l'Assemblée générale des Nations Unies disait déjà en 88 qu'elle était consciente des effets de l'évolution du climat sur toute l'humanité. Donc, le premier rapport du GIEC, je ne l'ai pas mis ici, mais c'était en 90, et cette étude a permis de prouver le lien anthropique entre les origines anthropiques, des changements climatiques. Très rapidement, on a adopté une convention, ça s'est fait en 2 ans, donc, une convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui a été complétée en 97 par le protocole de Kyoto et en 2015 par les accords de Paris. Récemment, on a vu se développer un contentieux stratégique climatique avec, par exemple, l'affaire Kiyosaki et autres contre l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil, la France et la Turquie. C'est une affaire qui était très médiatisée parce que c'était Greta Thunberg qui l'avait portée. Malheureusement, ils avaient essayé d'éviter l'épuisement des voies de recours internes pour établir la juridiction du comité en évoquant l'urgence climatique, mais cela n'a pas été retenu, donc l'affaire a été déclarée irrecevable. Par la suite, en 2022, c'est le Comité des droits de l'homme qui s'est prononcé sur les effets du changement climatique sur les droits humains. Et cette fois-ci, cela a abouti à l'engagement de la responsabilité de l'Australie. Et plus récemment, le 9 avril, vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est à la Cour européenne des droits de l'homme de se prononcer sur 3 affaires climatiques. Duarte Agostinho, qui était très médiatisé parce que c'était une affaire qui a été portée contre le Portugal et 32 autres États. Celle-ci a été déclarée irrecevable, malheureusement. Il y avait une autre affaire, Karam contre France, qui a également été déclarée recevable à défaut de la qualité de victime. Et puis Verein Klima Signorin Schweiz et autres contre Suisse, qui a abouti à l'engagement de la responsabilité de la Suisse. Malheureusement, cette affaire a été portée par 4 requérantes et une association. Toutefois, la qualité de victime n'a pas été retenue pour les 4 requérantes. Et puis, à venir, on attend aujourd'hui 3 avis consultatifs sur les changements climatiques qui devront être rendus par la Cour internationale de justice, le Tribunal international du droit de la mer et la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Pour définir notre sujet, les changements climatiques, ce sont des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine, origine anthropique, altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables. Pourquoi analyser cela à la lumière de la responsabilité partagée ? Parce que ce n'est pas un seul État
Ce n'est pas un État agissant seul qui va pouvoir causer le réchauffement climatique, ou alors ce n'est pas un seul État qui va manquer à ses obligations relatives au changement climatique qui va pouvoir causer ce préjudice, mais c'est le cumul de toutes les émissions, ou alors des émissions en tout cas des pays du Nord, qui cause le réchauffement climatique. Et donc la responsabilité partagée, c'est la conséquence de la commission par plusieurs sujets de droit international d'un ou de plusieurs faits internationalement illicites qui contribuent à un préjudice indivisible. Et puis la question a été posée tout à l'heure pour ces États en voie de développement, comment ils vont pouvoir engager la responsabilité des États développés. Déjà sur quel fondement? En soi, il n'est pas interdit d'émettre du gaz à effet de serre. Et puis à partir de quand? Parce que ces obligations n'existaient pas à l'ère pré-industrielle, enfin à l'ère industrielle même. Et puis comment attribuer ces manquements, sachant que ce sont surtout des acteurs privés qui émettent, donc de grosses compagnies pétrolières par exemple. Comment réparer ces effets diffus? Sachant qu'ils doivent être liés aux manquements. Par exemple, les manquements en Europe se font ressentir sur les petits États insulaires, par exemple, à cause de l'élévation du niveau de la mer. Et puis, comment diviser cette réparation, ventiler la somme de la réparation et comment mettre en œuvre la responsabilité de plusieurs États. Pour répondre à ces questions, je vais aborder 3 points. L'engagement de la responsabilité partagée au regard des changements climatiques, le contenu d'une telle responsabilité et puis sa mise en œuvre. Donc, il faut savoir que en droit international général en tout cas, il n'y a pas de régime de responsabilité sans fait internationalement illicite. Et puis, pour engager la responsabilité, on n'a pas besoin de préjudice. On est encore au stade de l'engagement. Donc, il faut juste une violation d'une ou de plusieurs obligations internationales et l'attribution à une pluralité d'États dans notre cas, qui vont causer un ou plusieurs faits internationalement illicites, qui va pouvoir aboutir à l'engagement de la responsabilité partagée. Pour la violation de l'obligation, on va avoir des obligations conventionnelles. On a parlé de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, protocole de Kyoto et l'accord de Paris. Le protocole de Kyoto, il n'est plus d'actualité aujourd'hui. Il a été prolongé jusqu'à 2020. Formellement, il reste encore en vigueur, mais en soi, ces obligations ne sont plus applicables en tout cas. Et puis, on va avoir des obligations coutumières, comme le principe de prévention, le principe d'utilisation non dommageable du territoire, l'étude de l'impact environnemental, et des obligations où on n'est pas encore sûr de la valeur coutumière, comme le principe de précaution ou encore le principe du pollueur-payeur. Et cette indécision par rapport à la valeur coutumière de ces obligations se ressent dans les avis que j'ai mentionnés tout à l'heure, où les questions c'est quelles sont les obligations qui incombent aux États relativement à la protection du climat. Donc c'est très gênant pour les États de en soi ne pas connaître leurs obligations. Et puis c'est une slide en plus, désolée, c'est possible, oui, merci. Et puis il faut attribuer à une pluralité d'États. Donc l'attribution, c'est le rattachement à un sujet de droit international, des actions ou omissions d'individus ou organes se trouvant sous leur autorité effective et agissant pour leur compte. Le problème avec l'attribution, on l'a mentionné tout à l'heure, c'est que l'attribution d'acteurs privés, des faits d'acteurs privés à des États nécessite un haut standard. Ce n'est pas juste, d'après les commentaires de la Commission de droit international, des articles de 2001 sur la responsabilité internationale des États, ce n'est pas juste une simple reconnaissance d'une causalité factuelle. Et puis on a 2 cas de figure, c'est soit des États agissent conjointement pour commettre un fait internationalement illicite. On peut prendre 2 États qui ont une entreprise commune qui va émettre trop de gaz à effet de serre et qui va causer, donc ici c'est l'engagement, mais qui peut causer un préjudice à un autre État.
Et puis, on va avoir les conduites distinctes qui vont entraîner plusieurs faits internationalement illicites. Et c'est ce qui est le plus récurrent, c'est que plusieurs États émettent et dépassent les émissions de gaz à effet de serre. On va passer au prochain point qui est le contenu. Et on s'intéresse au contenu lorsqu'il y a un préjudice. Puisque en droit international, pour qu'il puisse, et dans tous les systèmes de responsabilité, pour qu'il puisse y avoir une réparation, il faut un préjudice. Et ce préjudice est réparable uniquement s'il y a un lien de causalité entre le fait internationalement illicite et le préjudice. Donc j'ai pris le premier exemple, ce sont les États qui agissent distinctement. Ici, on peut avoir un État A, un État B et un État C qui commettent chacun un fait internationalement illicite, qui vont causer un préjudice indivisible qui est le réchauffement climatique. C'est très simplifié. La réalité est beaucoup plus complexe. Mais c'est pour dire que la réparation va se baser sur les liens de causalité pour répartir la réparation. L'État A qui agit par exemple à 70%, l'État B à 20% et l'État C à 10%. L'État A va devoir réparer 70% du préjudice, l'État B 20% et l'État C 10%. Et puis, une autre situation qui est un peu plus compliquée, et c'est lorsque les États agissent conjointement, c'est qu'il va y avoir un seul fait internationalement illicite. La réparation ne peut pas se baser sur un lien de causalité, sur plusieurs liens de causalité, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Et donc, comment répartir ou plutôt ventiler la somme de la réparation. Et ici, ça sera plus du cas par cas, ça sera par rapport à l'influence de chaque État, ou alors par rapport à la faute commise. Et pour pallier à cela, une solution a été trouvée, et vous avez mentionné la solidarité tout à l'heure, et c'est exactement ça, et ça se passe au moment de la mise en œuvre de la responsabilité, et ça sera mon prochain point. Et mon dernier d'ailleurs. Donc, deux régimes peuvent être distingués, un régime de solidarité et un régime d'individualité. Le régime de solidarité permet de poursuivre conjointement les États et permet la réparation de l'entièreté du préjudice. Et par la suite, les rapports internes entre les responsables est laissé aux régimes spéciaux, des accords, des négociations pour se répartir la somme par la suite. Alors que donc le point positif avec cela, c'est que ça permet de dépasser le problème de la ventilation de la somme de la réparation. Le problème négatif, il est d'un point de vue purement procédural, parce que un État en voie de développement qui va amener une affaire devant, disons, la Cour internationale de justice, alors que des États ont agi conjointement et que pas tous les États ont accepté la juridiction de la Cour ne pourra pas se prononcer, parce que cela reviendrait à se prononcer sur la responsabilité d'un État qui n'a pas accepté la juridiction de la Cour. On appelle cela le principe de l'or monétaire. Donc voilà, ça peut conduire à des situations d'irrecevabilité malheureusement. Et puis le régime d'individualité, ça permet une poursuite individuelle, une réparation d'une partie du préjudice, la divisibilité du préjudice. Le point positif, c'est que chaque État va être responsable pour son propre fait internationalement illicite et il va préparer sa propre contribution au préjudice. Cependant, cela met le fardeau sur les États lésés qui vont aller chercher la responsabilité de chaque État un à un. Et donc, en conclusion et en l'attente des avis consultatifs, il y a quand même une petite critique parce que celui du Tribunal international du droit de la mer va être rendu le 21 mai. Une petite critique par rapport aux questions, c'est qu'elles restent très larges. On attend quand même une clarification des obligations et à une question large, on aura aussi une réponse très large. Donc peut-être que ça ne va pas finalement avoir une avancée réelle. Et je vous conseille par ailleurs un podcast qui s'appelle Be Careful What You Ask For, et il a été publié par Egil Talk. Et puis, par rapport à la mise en œuvre, nous pouvons tout de même nous réjouir de l'augmentation du contentieux stratégique, surtout au regard des droits humains. Cependant,
Et changement climatique, c'est que ces comités, ces organes juridictionnels et quasi-juridictionnels sont tout de même rattachés à leur convention et donc ne peuvent pas se prononcer sur toutes les obligations qu'ont les États au regard des changements climatiques. Merci pour votre attention.